Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans On décode. On dit de lui que c'est notre deuxième cerveau. L'intestin a un fonctionnement complexe. Notre flore intestinale, si elle est déséquilibrée, peut être à l'origine de maladies graves comme l'obésité ou le diabète, mais aussi de troubles psychiques. Un bon microbiote, c'est un facteur essentiel à une bonne santé. Écoutez. Certains individus ont une flore microbienne qui est très pauvre, une faible diversité, et d'autres ont une flore microbienne qui est extrêmement riche. Et chez les individus dits pauvres, on observe pas mal de risques associés qui sont des risques plus élevés de développer des troubles liés à l'obésité, comme le diabète de type 2. On s'intéresse à ce qui se passe dans notre ventre. Aujourd'hui, le docteur Axel Maillet nous rejoint sur ce plateau. Docteur en pharmacie, nutrithérapeute, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes une spécialiste du microbiote. Avec nous aussi Frédéric Liop pour nous apporter un point d'éclairage. Alors d'abord, il est important de comprendre, c'est quoi ce fameux microbiote ? Eh bien, Lise, c'est ce qu'on appelait autrefois la flore intestinale. C'est l'ensemble des micro-organismes qui se trouvent dans notre système digestif. Ils sont tous indispensables à la digestion des aliments. Sans ces microbes, clairement, notre organisme ne pourrait pas assimiler ce qu'on mange. On va tout de suite voir quelques chiffres. Vous allez voir, c'est assez vertigineux. Dans chaque intestin, il y a 10 000 milliards de micro-organismes. 10 000 milliards. Parmi lesquels on trouve 1000 espèces différentes, donc des bactéries, des virus et des levures. Et tout ce petit monde travaille comme il faut, ensemble les uns avec les autres en général. Alors donc, quand le microbiote se dérègle, eh bien, on tombe malade. Eh bien oui, imaginez un système avec 1000 individus différents qui travaillent ensemble, le moindre déséquilibre, ça peut provoquer des maladies. C'est le cas quand vous avez par exemple une mauvaise alimentation. Exemple, vous mangez trop gras, votre microbiote il a du mal à assimiler tout ce gras et du coup vous avez une indigestion. Vous pouvez aussi attraper une gastro-entérite. C'est le cas notamment en hiver avec le rotavirus qui vient tout perturber de l'estomac à l'intestin. Il y a également des infections à bactéries plus rares et plus dangereuses, les fameuses listeria ou salmonelle. Il y a aussi des traitements comme les antibiotiques qui s'attaquent souvent au microbiote de notre organisme. Or, tout déséquilibre a des conséquences sur notre santé digestive d'abord. Et puis, les études montrent qu'un microbiote déséquilibré peut aussi provoquer certaines maladies comme l'obésité, on l'a vu. Enfin, dernière chose, des études récentes prouvent que la santé de notre microbiote jouerait un rôle majeur dans nos émotions, nos humeurs, voire même certaines maladies neuropsychiatriques, car dans notre intestin, il y a 200 millions de neurones qui discutent sans arrêt avec ceux qu'on a là-haut. C'est pour ça qu'on dit que l'intestin est le deuxième cerveau. Alors voilà pour la définition. Axel Maillet, est-ce qu'on peut évaluer le nombre de personnes qui sont concernées par ces problèmes de déséquilibre intestinal, de dysbiose ? Alors aujourd'hui, c'est très difficile d'évaluer parce que effectivement déjà le diagnostic est difficile. Est-ce que c'est une gastro-entérite quand on connaît effectivement des symptômes qui sont récurrents et répétitifs? Est-ce que c'est une dysbiose? Est-ce que c'est un autre problème? Aujourd'hui, c'est très difficile. Par contre, ce que je peux dire, c'est que effectivement, quand on écoute Serge et quelles sont les problématiques en fait qui sont liées au microbiote intestinal déséquilibré, ça entraîne de l'obésité, ça entraîne du diabète, ça entraîne d'autres pathologies. Donc, je dirais que donc des maladies qui peuvent être très graves. Quels sont les symptômes les plus fréquents qui sont liés à ce déséquilibre? Alors, les symptômes les plus fréquents, ce sont des maux de ventre qui sont répétitifs, des aigreurs, de l'acidité qui remonte, des somnolences, notamment après le repas, des alternances de diarrhée et constipation. Donc ça, ce sont des choses, effectivement, qui sont prépondérantes lorsqu'on a un microbiote déséquilibré. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ce déséquilibre intestinal? D'où est-ce que ça vient? Ça a l'air de toucher quand même pas mal de monde. Alors, ce déséquilibre intestinal provient tout simplement du mode de vie moderne que l'on a. C'est-à-dire que le stress associé à une alimentation qui est une alimentation aujourd'hui transformée, dans laquelle il n'y a plus les nutriments et les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme, comme par exemple trop de gras, vous en parliez tout à l'heure, trop de sucre aussi, vont en fait faire en sorte que les bonnes bactéries santé ne vont plus assimiler ces choses-là, et ce sont des bactéries qui ne sont pas des bactéries santé qui vont s'en charger. Donc il va y avoir en fait un déséquilibre avec des bactéries que j'appellerais pathogènes qui vont étouffer les bactéries santé et commencer à provoquer une inflammation locale, ainsi qu'un certain nombre de médiateurs comme l'histamine qui vont créer des allergies et des choses comme ça.
On l'a évoqué tout à l'heure, le microbiote intestinal a aussi un rôle dans notre santé mentale. C'est ce qu'on va voir avec Maude Gabriel qui est en duplex avec nous. Naturopathe herbaliste, vous êtes co-autrice d'un livre « Parle à mon ventre, ma tête est malade » dans lequel justement vous livrez votre parcours du combattant. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser de près à votre intestin ? Bonjour, merci pour l'invitation. Donc effectivement, je suis naturopathe, je suis formée en phytothérapie et micronutrition. Et avant d'être thérapeute, donc j'ai souffert pendant 25 ans d'anorexie mentale restrictive, de dépression résistante et de troubles du spectre autistique. Donc tout ça sur un fond d'inconfort digestif qui était vraiment récurrent. Et puis, donc, de longues périodes de dénutrition ont majoré les effets délétères des psychotropes qui m'ont été prescrits en nombre, et jusqu'à me conduire à faire basculer les troubles digestifs chroniques vers un versant aigu. C'est-à-dire que c'était vraiment, ça s'est vraiment transformé en douleur digestive totalement insupportable. Un diagnostic d'équivalent RCH a été posé. Donc, pour expliquer un petit peu, en gros, c'est des diarrhées sanglantes. Donc, vraiment, les douleurs intestinales, c'était devenu vraiment très totalement insupportable. Et du coup, vous avez subi, on va dire, des années d'errance thérapeutique avant de finalement aller voir un diététicien. C'est là que ça s'est un peu débloqué. Oui, tout à fait, parce que donc on me disait que les troubles digestifs étaient totalement secondaires, que c'était psychologique. Et moi je m'en étais accommodée, mais c'est vraiment dans le but de soigner ces douleurs digestives qui d'ailleurs étaient tellement aiguës qu'elles avaient fait passer les souffrances psychiques au second plan. Donc je suis allée consulter un diététicien dans l'espoir qu'on puisse me conseiller un régime alimentaire qui soulage ces maux de ventre, et le diététicien m'a proposé l'éviction du gluten et des laitages. Oui, le gluten, les laitage, donc effectivement le rôle de l'alimentation est très important. Maude Gabriel, pourquoi avoir éprouvé le besoin d'écrire ce livre? Parce que ça a mis du temps aussi avant de comprendre que c'était aussi ce qui se passait dans votre ventre qui était à l'origine aussi de vos maux. Mais justement, pour en revenir à cette histoire de gluten et de laitage, c'est-à-dire qu'en 3-5 jours, tout le brouillard mental s'est évaporé, juste entre guillemets, par ce changement d'alimentation. Et pour moi, c'était totalement inouï. Et donc, c'est vraiment pas une thérapie, l'écriture de cet ouvrage, c'est vraiment partager un parcours, suggérer des pistes pour les personnes qui sont en errance thérapeutique, parce que les études sont là. En tant que thérapeute, on sait un petit peu ce qui se passe, mais par contre, le public n'a pas forcément cette information. Donc, c'est vraiment dans un but d'information, de transmission d'un parcours, que je souhaite vraiment informer le public. Voilà, et d'expliquer ça aussi par l'alimentation et même la micronutrition. Parle à mon ventre, ma tête est malade, ça c'est aux éditions Grancher. Merci beaucoup Maude Gabriel pour votre témoignage qui permet vraiment aussi de mieux comprendre cet axe intestin-cerveau et comment ça se passe. Frédéric, la recherche, elle avance quand même sur le microbiote. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors actuellement, il y a de gros espoirs sur ce qu'on appelle la transplantation ou greffe de microbiote pour les personnes souffrant d'un déséquilibre profond de la flore intestinale. Il y a des études cliniques qui montrent des résultats très positifs. Exemple, nous en avions parlé il y a quelques années, une expérimentation sur des personnes qui ont un traitement contre la leucémie, c'est un cancer du sang, traitement qui conjugue de la chimiothérapie et des antibiotiques très puissants. Bien sûr, tout ça, mais complètement à plat le microbiote de chaque patient. Eh bien, on leur a prélevé leur propre microbiote avant le gros traitement et on leur a réintroduit, réimplanté après. Résultat, les personnes ont retrouvé un transit intestinal quasi normal en quelques jours et ils se sont remis beaucoup plus vite. Il y a aussi la transplantation du microbiote qui fait ses preuves dans l'infection des intestins par une bactérie redoutable. On l'appelle la Clostridium difficile, une bactérie très résistante aux antibiotiques qui peut provoquer de graves lésions intestinales. Là encore, la transplantation d'un microbiote, cette fois-ci d'une personne saine, quelqu'un à qui on a prélevé, donne une guérison dans 80 à 90% des cas contre 20 ou 30% uniquement avec les antibiotiques. Il y a aussi un essai en cours sur la maladie aiguë du greffon contre l'autre. C'est un nom barbare. En fait, ce sont des graves complications après des greffes, notamment de moelle osseuse. Là encore, la transplantation du microbiote d'un donneur sain suscite beaucoup d'espoir. Et puis, il y a des études sur le lien entre le microbiote et certaines maladies neurodégénératives. Les chercheurs ont démontré qu'un mauvais microbiote aggraverait la maladie de Parkinson ou Alzheimer. Même chose concernant l'influence du microbiote dans de nombreuses maladies neuropsychiatriques comme
comme l'autisme, la schizophrénie ou encore la dépression chronique. Bref, la transplantation du microbiote fécal, même si ce n'est pas forcément glamour, ça suscite beaucoup d'espoir pour ces maladies. Ouais, et donc, il y a donc vraiment de réelles avancées. Axel Maillet, quelle est votre méthode thérapeutique quand un patient vient se présenter dans votre cabinet? Voilà. Alors, quand un patient vient dans mon cabinet, déjà, il y a toute une partie qui est effectivement le questionnement. Donc, je passe en revue l'ensemble de sa symptomatologie et j'essaye d'évaluer avec une échelle comment ça l'impacte dans sa vie quotidienne. Ensuite, j'évalue tous les facteurs externes à l'alimentation, puisqu'on parle effectivement d'alimentation et du microbiote, comme le stress notamment, comme l'exposition à des toxiques environnementaux. On parle aussi des perturbateurs endocriniens. Et puis, suite à ce questionnaire, en fait, moi, je passe obligatoirement par un bilan intestinal qui en fait ça veut dire un prélèvement à partir fécal de sel, un prélèvement fécal, tout à fait, mais qui va évaluer en fait pas uniquement le microbiote. On parle beaucoup de microbiome, de tests sur le microbiote. Moi, je vais évaluer en fait la digestion dans son entier, c'est-à-dire de la bouche jusqu'à l'anus, pour parler très scientifiquement parlant. Voilà. Parce que, pourquoi souvent, déjà la première chose, les bactéries dont on parlait tout à l'heure, qui sont des bactéries pathogènes qui se développent, elles digèrent, comme vous l'aviez très bien dit, ce qui n'est pas digéré. Donc la première chose, c'est mâcher. Mâcher. Et alors, en quelques mots, parce que l'émission est file, il faudrait beaucoup plus de temps. Le protocole n'est pas trop lourd, pas trop contraignant après. C'est lié aussi à l'alimentation. En quelques mots. Alors, le protocole est 100% personnalisé, individualisé. Il est nécessairement contraignant à partir du moment où il y a un fort déséquilibre. Voilà, il peut être moins contraignant s'il y en a un petit déséquilibre. Et en fait, le déséquilibre étant à la fois sur ce qu'on appelle la perméabilité intestinale et à la fois la population bactérienne, où on évalue également l'immunité intestinale à ce niveau-là, c'est sûr qu'il va y avoir des budgets qui vont être différents chez une personne qui a une faible dysbiose et une personne qui a une forte dysbiose. À quel moment on peut en voir les premiers effets? J'imagine que là aussi, ça dépend de la personne et de sa situation. Tout à fait. Une faible dysbiose dès 3 semaines, le microbiote se renouvelant tous les 10 jours, dès 3 semaines, si bien sûr les conseils sont suivis, on peut avoir des résultats et ça peut prendre jusqu'à 1 an et 1 an et demi s'il faut reformater complètement en fait un microbiote intestinal d'une personne qui est particulièrement malade. Merci beaucoup Axel Maillet. On en sait un petit peu plus sur le microbiote intestinal et sur l'importance de son bon fonctionnement pour notre santé. On est Code revient demain, on parlera d'histoire. Il y a tout juste 35 ans s'ouvrait le procès de Klaus Barbie. Il sera condamné pour crime contre l'humanité. C'est l'occasion d'évoquer les sites emblématiques de la résistance dans la région. Mais pour l'heure, place à vos éditions régionales. Belle soirée à tous.